Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain. Christophe Debiens. Eh bien bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La Planète Demain, la seule émission dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux porteurs de solutions environnementales. Et aujourd'hui, justement, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio Sébastien Lemierre, qui est directeur général de Marcel's Green Soap, et Sabine Bonneau, dirigeante de l'entreprise à mission Planète Score. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors je vais commencer avec ce Sébastien, si vous le voulez bien. C'est pas très poli parce que vous êtes une dame, mais je suis parti dans ce sens-là pour le sujet. Marcel's Green est né en 2016. Marcel's Green Soap est né en 2016 d'une aventure familiale qui a été portée par un père et ses 3 filles, et animée par une même volonté: concevoir des produits à la fois agréables à utiliser et respectueux de l'environnement. La marque s'est construite autour de valeurs très fortes en misant sur des parfums uniques, une expérience plutôt sensorielle et de qualité, et des formules limitant leur impact écologique. Cette vision simple et engagée constitue aujourd'hui ce qu'on pourrait dire l'ADN de votre entreprise et de votre marque. Mais pourquoi le groupe Altaïr a-t-il choisi d'introduire Marcel's Green Soap sur le marché français aujourd'hui ? Écoutez, tout simplement, déjà vous avez parfaitement récapitulé le mix de Marcel's Green Soap. Et donc tout simplement parce qu'on a le sentiment que cette marque répond exactement aux attentes consommateurs du moment. Vous avez parlé effectivement du respect de l'environnement. C'est vrai que le respect de l'environnement est à la genèse finalement de l'histoire de Marcel's Green Soap. Vous évoquiez Marcel, qui a donc fondé effectivement cette marque avec l'aide de ses 3 filles. Et dès la genèse de la création de la marque, le respect de l'environnement était au cœur du sujet. Si on ajoute à ça ce que vous évoquiez, à savoir la sensorialité des parfums qui sentent bon, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des tendances lourdes sur le marché français. Et donc, après un grand succès aux Pays-Bas, il nous a semblé que c'était le bon moment pour introduire la marque sur le sol français. Mais en quoi le marché de l'hygiène beauté est-il, selon vous, en pleine mutation ? Alors, il est en mutation pour diverses raisons. Alors, vous parliez de la sensorialité. Ça, c'est un premier point qui est assez important. Alors, c'est pas une tendance ultra récente, mais néanmoins, elle se développe énormément. Et puis, un aspect peut-être plus important sur lequel je voulais revenir, c'est le sujet de l'environnement, du fait, effectivement, d'être le plus vertueux possible pour la planète. Et c'est vrai qu'au cœur de la promesse de Marcel's Green Soap, il y a cette notion de nuire le moins possible à l'environnement. Vous évoquiez les 3 filles de Marcel, elles ont été très claires dans le cahier des charges, et ce respect de la planète était vraiment une pierre angulaire de la proposition. Et justement, Marcel's Green Soap se distingue de cette manière dans cet environnement très concurrentiel. Absolument, absolument. En fait, le cœur de la promesse, c'est effectivement des parfums qui sentent bon, une sensorialité, donc un usage qui va créer un moment de plaisir. Mais très important, le fait de mettre la recharge au cœur de la proposition. Donc le fait que Marcel's Green Soap soit disponible en flacon et en recharge est vraiment quelque chose de fondamental, et nous faisons tout notre possible pour développer l'usage de la recharge. Ça se traduit par une politique de prix notamment, où la recharge est beaucoup plus intéressante que le flacon. On parle de moins 33% en prix au litre. Et de manière générale, toutes nos activations marketing ou commerciales vont aller promouvoir ce format-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui tenait à cœur à Marcel et à ses 3 filles. Et donc, encore une fois, ça fait vraiment partie du socle de la promesse de Marcel's Green Soap. Alors, vous parliez des Pays-Bas tout à l'heure. Justement, aux Pays-Bas, la marque est devenue, en quelques années, la 3e marque de savon liquide la plus vendue. Mais quels sont les facteurs qui expliquent ce succès, selon vous, encore une fois ? Écoutez, je pense qu'au départ, il y a vraiment cette sincérité et cette authenticité. C'est-à-dire que le fait que Marcel, finalement, pourquoi il crée cette marque au départ ? Parce que sur le marché, il considère, et ses filles considèrent, qu'il n'y a pas de marque qui réponde à ce cahier des charges. Et donc, cette authenticité, cette sincérité, je pense, c'est ressenti dans le mix dès le départ. Et ensuite, tous les leviers de communication, d'activation ont été absolument cohérents par rapport à cette promesse.
Et donc en effet, aujourd'hui aux Pays-Bas, c'est une marque qui est extrêmement dynamique, qui est en effet 3e sur les savons liquides, mais qui s'est aussi étendue sur beaucoup d'autres catégories. Et donc à chaque fois, il y a vraiment cette promesse de la protection de l'environnement au maximum, et puis cette sensorialité qui est vraiment là aussi au cœur de la promesse, quelle que soit la catégorie concernée. Alors, l'éco-recharge est devenu finalement un axe majeur de votre développement, du développement de votre produit. Est-ce que vous pensez qu'elle puisse devenir un réflexe pour les consommateurs aujourd'hui ? Absolument. Ouais. Absolument. On en est fondamentalement convaincu. Il se trouve que je gère effectivement Marcel Green Soap, mais que dans notre portefeuille, nous avons une autre très belle marque, Briochin, qui intervient sur d'autres catégories de produits. Et pourquoi je vous parle de cette marque ? Parce qu'avec cette marque, on a prouvé que la recharge pouvait réellement devenir un réflexe et devenir finalement le format référent. Aujourd'hui, sur nos catégories, sur la marque Briochin, les recharges sont parfois les premières références du marché. Et ça, c'est bien la preuve que les consommateurs, aujourd'hui, ils sont prêts. La recharge, c'est moins 79% de plastique pour Marcel Green Soap comparé à un flacon. Donc c'est très très parlant, très probant. Et objectivement, les consommateurs sont prêts, ont de plus en plus ce réflexe-là sur différentes catégories. Mais les consommateurs sont souvent sensibles au prix également. Comment convaincre qu'un produit plus responsable peut aussi être un choix attractif au quotidien ? Justement, là, je reviens sur cette histoire de cohérence. Je crois beaucoup à la cohérence de la promesse. Aujourd'hui, effectivement, la recharge est à moins 33% contre le flacon. Et ça, c'est un argument très fort et le consommateur en a parfaitement conscience. Donc le prix et puis la promotion. Nous activons la marque régulièrement et c'est vrai que nous poussons la recharge avant tout. Alors vous avez des formules qui sont 100% véganes aujourd'hui avec des emballages recyclés, vous le disiez, recyclables et même rechargeables. Comment conciliez-vous ces engagements environnementaux avec l'efficacité attendue par les consommateurs ? Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que évidemment qu'on souhaite être respectueux de l'environnement, c'est le contrat de base, mais vis-à-vis de nos consommatrices et consommateurs, il faut bien évidemment des produits qui soient efficaces. Et ça, dès le départ, là encore, les filles de Marcel, je reviens à elles parce que c'est vrai qu'elles sont à l'origine de l'histoire, ne souhaitaient aucun compromis là-dessus. Et une preuve supplémentaire peut-être, nous sommes en cours d'écolabellisation justement sur l'ensemble de la marque qui viendra tout simplement mettre un tampon officiel derrière cette efficacité parce que sur une catégorie comme le savon liquide, on ne peut évidemment pas faire de compromis sur l'efficacité. Et en quoi les engagements environnementaux de Marcel Green Soap vont-ils au-delà d'un simple argument marketing ? Parce que là encore, évidemment, je ne parlerai pas d'autres marques, ce serait absolument déplacé et inutile, mais je pense qu'à la différence de beaucoup d'autres marques qui sont venues mettre un vernis environnemental au cours de leur histoire, là, on est vraiment sur le contrat de base, encore une fois. Dès le cahier des charges, la protection de l'environnement, la prise en compte de l'environnement était au cœur de la promesse. Donc on n'est pas venu rajouter une couche liée à des tendances consommateurs ou à des tendances sociétales. C'est vraiment quelque chose qui a été pris en compte dès l'origine de la marque, dès l'origine du mix. Et en conclusion, comment imaginez-vous le marché de l'hygiène beauté dans les 5 prochaines années et quelle place Marcel Green Soap souhaite-t-elle occuper finalement ? Objectivement, la marque se lance. Il serait peut-être prétentieux de prétendre bouleverser tout le marché, mais en tout cas, avec Marcel Green Soap, on a bien l'intention de tout faire pour accélérer très fortement cette transition justement vers le marché de la recharge. Nous sommes convaincus aujourd'hui qu'avec Marcel Green Soap, nous allons pouvoir convaincre les consommatrices et les consommateurs que l'utilisation de la recharge est tout simplement le meilleur moyen à la fois d'avoir un savon liquide de très grande qualité, qui sente très bon, mais en même temps en protégeant très significativement la planète, ce moins 79%, et cette politique de prix cohérente doit vraiment nous emmener vers une transition vers la recharge comme le format référent du marché. Merci infiniment, cher Sébastien Lemierre, directeur général de Marcel Green Soap. Nous allons faire une petite pause et nous retrouver dans un court instant sur Sud Radio avec nos invités et bien sûr avec notre Thibaut National, le French Trotter de l'émission, qui cette semaine va nous faire prendre de la hauteur. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.
Vous êtes toujours sur Sud Radio pour La Planète Demain en compagnie de nos deux invités, mais aussi de Thibaut, notre French Trotter, qui aujourd'hui prend de la hauteur pour suivre des rapaces. N'est-ce pas Thibaut ? Exactement Christophe, et je vous propose de partir à la rencontre d'un passionné d'oiseaux. Il s'appelle Jacques-Olivier Travers. Journaliste à l'origine, il a finalement consacré sa vie aux rapaces en devenant fauconnier, et il œuvre aujourd'hui à la réintroduction de plusieurs espèces disparues de nos régions. Il partage son temps entre Sciez, au bord du lac Léman, où il a créé un parc animalier, et le domaine des Portes du Soleil, où il propose des animations autour des rapaces en hiver et autour de la ville de l'alpage en été. Et c'est à Morzine, en Haute-Savoie, que je l'ai rencontré. Il m'a d'abord raconté l'origine de sa passion pour les oiseaux. Comme beaucoup, je pense pour tous les passionnés, c'est une rencontre de jeunesse. Moi, j'avais une douzaine d'années, on m'a amené des petites pies qui étaient tombées du nid, ça a commencé à me fasciner, puis un jour on m'a amené une buse, et là ça a été la révélation. Pour moi, c'était le plus bel animal du monde. Et après, j'ai commencé à m'intéresser aux rapaces, et puis de fil en aiguille, j'en ai fait vraiment à la fois mon passion, mais maintenant mon métier. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un parc, les Aigles du Léman. On peut en dire quelques mots ? Oui, les Aigles du Léman, c'est un parc animalier qui est spécialisé sur les rapaces. Donc on est situé au bord du lac Léman, sur la commune de Sciez. C'est aujourd'hui une des grosses collections en Europe, puisqu'il y a plus de 400 rapaces de 80 espèces, et on s'est vraiment spécialisé sur ces espèces un petit peu menacées. On participe à des programmes notamment sur le condor des Andes, sur certaines chouettes, et puis sur le pigargue à queue blanche, où là c'est nous qui gérons complètement le programme. Donc dans le cadre de vos activités, vous réintroduisez des espèces quasiment disparues ? Oui, c'est une des particularités aujourd'hui que les gens ignorent, mais de nombreux parcs zoologiques comme le nôtre se mobilisent pour remettre dans la nature des espèces qui ont été tuées principalement par l'homme, qu'on reproduit bien aujourd'hui en captivité, et que petit à petit on remet dans la nature. C'est notre cas avec le pigargue à queue blanche, le plus grand aigle d'Europe. C'est un aigle pêcheur qui a disparu des bords du lac Léman il y a 130 ans. Et depuis 2022, on est en train de les remettre. On en a relâché déjà 31. Et ça marche plutôt bien, puisqu'on a eu quelques déceptions, puisqu'on a eu quelques-uns qui se sont fait tirer ou empoisonner. Mais on n'a encore pas eu d'oiseaux qui sont morts naturellement. C'est-à-dire qu'ils ont tous réussi à retourner dans la nature, à retrouver leur place. Et on espère, l'année prochaine, ça fera 5 ans, les premières naissances de pigargues qu'on a relâchées dans la nature. Par contre, on s'aperçoit que les activités humaines ont un énorme impact encore aujourd'hui, même avec toutes les mesures de protection. Vous avez d'autres cordes à votre arc. Vous proposez des spectacles avec des rapaces. Oui, c'est important pour nous de permettre une rencontre avec les oiseaux sous forme d'un spectacle. Alors c'est pas du cirque, le but c'est simplement de permettre aux gens de découvrir l'animal dans ses performances naturelles. C'est-à-dire que le faucon c'est l'animal le plus rapide sur Terre, 300 km/h, on va le faire partir du sommet et ensuite on va faire arriver ici. Mais cette rencontre-là, cette forme de spectacle permet aux gens de les sensibiliser, de les émerveiller, et ensuite on voit, ils viennent nous poser des questions, ils s'intéressent, et une fois que vous avez fait ce premier pas, de ce coup, vous voyez plus les oiseaux de la même façon et vous n'avez plus envie ni de les détruire, ni de les embêter, vous cherchez plutôt à les protéger. C'est ça ce qu'on essaye de faire ici à Morzine. L'émerveillement aussi, c'est une incitation à protéger cette nature incroyable. Oui, parce que finalement, les 3/4 des gens qui viennent, ils évoluent dans un environnement où ils ne savent même pas. Mais ici, on a du gypaète barbu qui niche, on a de l'aigle royal qui niche, on a du hibou grand-duc qui niche, on a toutes les espèces les plus rares qui nichent. Ils les fréquentent, ils les voient jamais. La façon de leur amener le spectacle, c'est de les mettre à portée d'eux, d'ouvrir leurs yeux sur ces oiseaux et de se dire « Waouh, mais ça niche ici, ça vit ici ». Et c'est une petite porte d'entrée sur la nature qui, j'espère, un jour, créera des petites graines qui germeront dans la tête de ces enfants qu'on voit principalement ici. Il était ici, c'est un alpage en fait. Ouais, ici ça peut paraître surprenant, mais c'est un alpage. Ici, si vous venez ici l'été, vous avez des centaines de vaches qui pètent tranquillement. Et donc l'été, on fait des animations, non pas autour des rapaces, on fait des animations autour de la vie de l'alpage. Comment fonctionne un alpage, comment on dresse les chiens pour regarder les vaches, comment on a des chiens spéciaux pour regarder des loups, parce qu'on sait très bien que le loup fait son retour. Donc on propose cette rencontre-là l'été sur vraiment le thème de l'été, qui est le thème de l'alpage. Eh bien, on sent chez Jacques-Olivier Travers une véritable passion pour la nature profondément ancrée. Nous continuerons de suivre notamment la réintroduction du pigargue à queue blanche avec Thibaut. Merci en tout cas Thibaut. On vous retrouve la semaine prochaine justement pour peut-être en reparler, pour un nouveau reportage en immersion en tout cas. Nous sommes maintenant en compagnie de Sabine Bonneau qui est dirigeante de l'entreprise à mission Planète Score. Bonjour Sabine. Bonjour Christophe. Alors pour nos auditeurs, Planète Score, c'est l'étiquette environnementale indépendante qui révèle ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, sur nos produits alimentaires. Planète Score est donc un système d'évaluation environnementale des produits agricoles et alimentaires. Son ambition étant d'éclairer les citoyens sur la valeur environnementale des produits qu'ils achètent. Avant votre lancement, aucun outil n'évaluait à la fois les pesticides, la biodiversité, le climat d'un même produit alimentaire. Mais qu'est-ce qui vous a incité à créer Planète Score finalement ? Alors, en fait, le constat a été double. D'abord, une très grande défiance des consommateurs et des citoyens, comme vous et moi, sur les promesses qui sont tenues sur les emballages des produits alimentaires en rayon. Beaucoup de bonnes choses et de choses beaucoup plus chaotiques dans les promesses. Et puis également
le constat que les agriculteurs et les coopératives, les filières qui font des efforts sur le terrain, ont en général bien du mal à valoriser ces efforts-là en rayon en étant crédibles. Donc l'objectif, c'était vraiment de faire le pont de manière totalement indépendante et objective entre les efforts de terrain, des acteurs qui bossent concrètement dans les parcelles, et les emballages, l'information sur les emballages pour les consommateurs. Alors, vous parliez d'indépendance. Comment garantissez-vous cette indépendance ? Alors, zéro pub, zéro partenariat commerciaux, aucune subvention non plus, parce que l'indépendance se cultive aussi vis-à-vis des pouvoirs publics. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Aucune levée de fonds, donc pas d'investisseurs à qui on devrait rendre des comptes, notamment en termes de croissance ou de rentabilité, par exemple. On est totalement libre. Et en plus, la marque appartient à une structure d'intérêt général, donc ça a été construit comme ça. Donc c'est vraiment une activité for good. Et pourquoi cet affichage est-il essentiel selon vous ? Alors, première chose, et c'est souvent très peu connu sur les produits alimentaires, 85% des impacts sont liés à la phase agricole. Donc en réalité, l'affichage environnemental donne une vision à vous et moi en tant que consommateurs, alors qu'on est très déconnecté de cette réalité aujourd'hui. L'acte de production alimentaire est devenu presque un mystère pour la majorité d'entre nous. On est majoritairement urbain, majoritairement très déconnecté de tout ça. Et donc, en fait, cet affichage environnemental, il a pour objectif, je dois vous dire que le chien de Christophe l'oblige à un véritable yoga. Donc, cet affichage environnemental permet de vraiment reconnecter les consommateurs avec cette réalité de ce qui se passe dans les parcelles agricoles et de valoriser ces efforts, puisque 85% des impacts, c'est quand même considérable. Ça veut dire que, typiquement pour l'alimentaire, c'est important, comme l'a dit Sébastien, par exemple, de faire aussi des efforts sur les emballages, sur le transport, etc. Mais la réalité, c'est que ce qu'il convient vraiment d'améliorer et de valoriser, c'est les efforts de la production agricole. Et comment Planet Score se distingue-t-il, ou se distingue-t-elle plutôt, des autres systèmes d'étiquetage environnemental qui sont déjà existants ? Alors, il y en a en fait relativement peu. Oui, il y en a peu, réalité. Il y en a très très peu. Mais il y en a. Il y en a qui ont en fait tous pour base une méthode de la Commission européenne sur laquelle moi j'ai travaillé en tant qu'experte. Alors j'ai la chance d'avoir un double cursus, je suis à la fois agricultrice, donc acteur de terrain, et en même temps j'ai cette expertise scientifique sur les méthodes d'évaluation environnementale pour mon secteur, donc l'agroalimentaire. Et on a constaté qu'en fait ces méthodes-là ne permettent absolument pas de refléter la qualité environnementale des productions. Donc les systèmes existants, il y en a essentiellement deux basés sur cette méthode qui s'appelle analyse de cycle de vie de la Commission européenne, vous dira essentiellement que, par exemple, tous les produits issus de l'élevage sont très mauvais pour l'environnement. Alors qu'on a la chance dans nos territoires d'avoir précisément des élevages qui sont ultra vertueux. Quand vous allez passer vos vacances quelque part dans la nature, souvent vous allez chercher plutôt à être proche de fermes, où vous allez trouver des vaches ou des moutons par exemple. Mais c'est vrai. Et cette méthode vous dira aussi que la totalité des productions végétales, grosso modo, sont impeccables. Ce qui n'est pas non plus une réalité. Là aussi, il y a de la nuance, en fait. Et donc, nous, l'objectif, c'était d'aller bien au-delà de ça et de construire un référentiel vraiment complet. Donc, on est sur 25 indicateurs et on en restitue 4. Alors 4 qui agglomèrent ces 25 indicateurs, l'usage de pesticides, vous l'avez dit, les impacts sur la nature, les impacts sur le climat et tout ce qui est lié au mode d'élevage, donc bien-être animal. Mais comment ces 25 indicateurs, donc cette méthodologie, a-t-elle été construite et validée ? Alors, elle a été construite collectivement avec donc des experts dont je fais partie, mais nous sommes nombreux, les associations de consommateurs, des ONG et des producteurs, c'est-à-dire vraiment des gens qui sont sur le terrain et qui peuvent nous outiller dans la réflexion sur quels sont les chemins de transition possibles, qu'est-ce qu'on peut apporter comme information, comment est-ce qu'on reste connecté en fait aux réalités. Et donc c'est ce panel qui, à ma connaissance, est quand même assez unique là aussi dans la construction. C'est vraiment une construction qui vient du désir des acteurs de terrain. C'est ce collectif-là qui a construit l'étiquette. Et le référentiel. Et Planet Score prend en compte des critères comme les pesticides, la déforestation importée ou encore le bien-être animal. Pourquoi était-il important d'intégrer ces dimensions qui sont souvent absentes d'ailleurs des évaluations, on va dire, classiques ? Alors précisément parce qu'elles en sont absentes, c'est-à-dire il y a des formes de tabous, alors que sur le terrain, et je suis bien placée pour le savoir en tant qu'agricultrice, on travaille tous les jours pour améliorer nos méthodes. Ah oui. Si, en fait, ces éléments-là ne sont jamais portés à connaissance, on n'a aucun moyen de les valoriser. Donc, ça, en fait, pesticides, ça existe, ça pose un certain nombre de difficultés, c'est un facteur de production qui est, dans certaines situations, relativement utile. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait pour ceux qui travaillent là-dessus pour vraiment refléter
les démarches de progrès. Et comment on fait également pour recréer de la solidarité à l'intérieur de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les agriculteurs ne peuvent rien tout seuls. Les industriels doivent recréer de la solidarité économique avec les prises de risques des agriculteurs, mais ça, ils ne peuvent le faire que s'il y a un étiquetage indépendant qui permet d'aller jusqu'à une information fiable et objective aux consommateurs sur les sujets pesticides, mais vous l'avez également évoqué, sur la nature, donc la biodiversité, qui est souvent alors le parent très très pauvre des évaluations environnementales, qui sont souvent excessivement technocratiques, qui vont vous parler d'eutrophisation, de rayonnement ionisant, de choses comme ça, donc, non, mais qui sont complètement hors sol en réalité, j'imagine, et qui sont très, là aussi, décorrélés des impacts majoritaires. Les impacts les plus importants pour les produits alimentaires, c'est les impacts sur la nature. Et selon vous, quels sont les prochains enjeux majeurs à surveiller dans l'alimentation, notamment concernant les pesticides, on en parlait à l'instant, ou la présence d'hexane dans certains aliments, par exemple? Alors, on essaye d'être un peu à la pointe sur les sujets chrysogènes, c'est comme ça qu'on les a appelés. Ouais. On en a encore une dizaine en stock, mais c'est vrai que typiquement, depuis 4 ans, dans le référentiel, on a le cadmium. Oui. Et on informe les entreprises avec qui on travaille que ça va devenir un sujet. Oui, Donc, mais je pense que le sujet est déjà là, sur les c'est bon, sur les maintenant, tables. c'est devenu un sujet médiatique. Mais tout ce que je peux complètement, constater et vous donner, c'est que il y a une forme d'inertie, en fait. Beaucoup d'entreprises se cachent derrière leurs petits doigts jusqu'au moment où ça devient un sujet au JT. Les pesticides polluants éternels, c'est pareil, c'est dans le référentiel, avant même que ça ne devienne réellement réglementé comme tel. Donc en fait, on essaye d'être très très en avance, idem sur l'hexane, on était très en avance aussi, et donc on est aussi une forme de lumière, on va dire, dans le brouillard et la confusion ambiante sur où sont les enjeux importants. On en a encore un certain nombre qui arrivent là, mais l'objectif, c'est que les entreprises ne se perdent pas dans de fausses priorités. En fait, il y a énormément de sujets dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture et ensuite dans la production alimentaire. C'est très facile de se perdre en chemin. Et nous, on est là pour aiguiller, recentrer. Typiquement, beaucoup engagent des trajectoires carbone totalement irréalistes. Par exemple, ça, c'est aussi un énorme problème dont ils sont obligés de se dégager après, etc. Et c'est pas comme ça qu'on recrée à la fois de la stabilité stratégique et de la confiance consommateur. Merci, chère Sabine Bonneau, dirigeante de l'entreprise à mission Planète Score. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche après-midi. Je vous laisse avec Alain Marty pour Invino, l'émission Écoutez sans modération. Et je voulais juste rajouter que, évidemment, Planète Score, c'est 300 marques, 330 millions d'emballages sur 13 pays, avec 135 000 produits alimentaires qui sont accessibles sur l'application mobile. Quels produits! Merci encore, bon dimanche à tous. Pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain à 12h30 sur La Planète Demain. Portez-vous bien, bon dimanche et à très vite sur Sud Radio. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picotis Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens.